Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une vidéo clickbait, comme on dit poliment. Il y a vraiment du contenu qui a de la valeur à l'intérieur et je le sais parce que cette vidéo que vous regardez là, c'est la version 2. Dans la première, j'avais déjà reçu énormément de remerciements de femmes qui m'avaient dit à quel point connaître son profil type de syndrome de l'imposteur, ça les avait aidées à le dépasser et qui m'ont envoyé aussi beaucoup de questions. Et donc dans cette version 2, j'ai décidé de la refaire en répondant directement à toutes leurs questions ici. Comme ça va vous aider encore plus et donc vous permettre d'aller plus loin en autonomie. Et donc, on commence tout de suite. Donc, les mécanismes secrets de votre syndrome de l'imposteur, pourquoi vous ne vous sentez pas à la hauteur et comment arrêter l'autosabotage. N'est-ce pas que c'est important? Alors, pour qui est cette vidéo? Toute personne qui a un syndrome de l'imposteur, et je le précise au cas où vous arriveriez par hasard, c'est quelqu'un qui a l'impression de ne pas être à la hauteur, qui ne se sent pas légitime, qui a l'impression de ne pas être à sa place, de tromper l'autre sur ses compétences, tout en réussissant ce qu'elle ou il fait dans son travail, par exemple, parce que ce n'est pas le seul domaine de la vie où on peut avoir un syndrome de l'imposteur. C'est important de le préciser, quand on a un syndrome de l'imposteur, on réussit néanmoins. C'est juste qu'on a l'impression qu'on a de la chance, que c'est grâce aux circonstances, etc. Plus particulièrement les femmes, puisque ce sont essentiellement des femmes que personnellement j'accompagne et que ça touche plus particulièrement les femmes. Donc messieurs, si vous regardez cette vidéo, sachez qu'elle est au féminin inclusif. Donc c'est un exercice que je vous invite à faire. Cette fois, j'inclus les hommes, mais ce sera tout au féminin, donc ça vous donnera l'occasion d'être à notre place pour une fois. Les entrepreneuses plus particulièrement, puisqu'elles sont très touchées par cette problématique de syndrome de l'imposteur et ça ne fait pas que leur pourrir la vie, ça les empêche de lancer leur entreprise et c'est quand même pas rien. Et beaucoup sont concernés, les coachs, les thérapeutes, tous les métiers qui sont dans l'accompagnement. Ou les femmes qui ont un projet de reconversion pour les mêmes problématiques, c'est-à-dire que le projet peut rester longtemps en tête, mais finalement on passe jamais à l'action. Et alors, tout particulièrement, si vous êtes dans cette situation où vous avez réussi plein de choses dans votre vie, ou professionnellement vous avez avancé dans votre carrière, mais que là vous avez envie de vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez déjà eu cette sensation de syndrome de l'imposteur, mais là, particulièrement, lancer ce projet, créer cette entreprise, vous reconvertir, peu importe ce que c'est, ça vous tient à cœur et en même temps, vous êtes retenu en arrière par ce syndrome d'imposteur. Alors cette vidéo, elle est vraiment pour vous et j'aurai quelque chose en plus pour vous précisément à la fin de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Par contre, pour qui n'est pas cette vidéo, et c'est important, si jamais vous êtes dans la situation de ne pas vouloir de changer de choses dans votre vie, que vous avez envie de garder vos mécanismes en place, de ne rien remettre en question, surtout arrêtez-vous maintenant parce que clairement ce que je vais vous dire ne va pas vous faire du bien, ça va vous créer du doute et vous allez peut-être avoir envie de changer des choses. Donc si vous avez vraiment pas du tout envie de changer des choses dans votre vie, arrêtez tout de suite. Pareil, si vous détestez votre boulot actuel et que vous ne voulez pas le changer, ne comptez pas sur moi pour vous faire vous sentir mieux dans ce boulot-là. Votre syndrome de l'imposteur est juste en train de vous dire que vous n'êtes pas à votre place. Donc si vous voulez garder votre boulot pourri, partez tout de suite, parce que je ne vais pas vous aider à rester dans ce job-là. Alors les personnes les plus touchées, et c'est important d'expliquer ça, parce que ça va vous permettre de vous rendre compte que peut-être il y a plusieurs facteurs dans votre syndrome d'imposteur. Les personnes qui se reconnaissent dans les étiquettes hypersensibles, multipotentielles, zèbres, HPI, neuroatypiques, toutes les personnes qui se reconnaissent dans les troubles du spectre autistique. Ce sont des étiquettes, simplement, je vous le dis, si vous vous reconnaissez dans une de ces étiquettes, vous avez plus de chances d'être dans cette problématique de syndrome de l'imposteur. De la même manière, si vous êtes autodidacte dans votre domaine, ce qui est mon cas, si vous êtes diplômé d'études supérieures, ce qui est mon cas, si vous êtes transfuge de classe, ce qui est mon cas. Alors, je vous dis ce qui est mon cas, je vais vous expliquer un petit peu plus après, ça va vous permettre de comprendre. Transfuge de classe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes passé d'une classe sociale considérée comme inférieure. Par exemple, votre famille vient d'un milieu ouvrier et vous êtes arrivé, par exemple, au poste de cadre. Dans ce cas, vous êtes transfuge de classe et ce changement de classe sociale n'est pas sans incidence sur le fait que vous vous sentiez imposteur à l'endroit où vous êtes. Si vous êtes en reconversion, bon maintenant je ne peux plus dire que je suis en reconversion, mais ça a été le cas.
Si vous êtes débutante dans votre domaine, si vous êtes originaire d'une autre culture et si vous vous reconnaissez d'une manière générale dans ce qu'on peut appeler les profils atypiques, alors bienvenue. Plus vous avez coché de cases ici, plus vous avez de chances d'avoir un syndrome de l'imposteur. Et donc moi, qui suis-je? Eh bien, je m'appelle Aurélie Da Silva et je suis coach experte en syndrome de l'imposteur. La petite fille que vous voyez à gauche, c'est bien moi. Je vous mets cette photo pour vous dire tout simplement que, en fait, on n'arrive pas du jour au lendemain à faire des vidéos sur internet qui vont être vues par des milliers de personnes et se sentir à l'aise. Quand j'étais petite fille, si vous m'adressiez la parole alors que je ne vous connaissais pas, il y avait de fortes chances que je me mette à pleurer. Et sur la photo de droite que j'ai mise là, c'était pour symboliser tout simplement qu'en plus de mon métier de coach, je suis responsable bénévolement d'une association qui s'occupe des femmes qui sont en situation de prostitution. Et donc, je suis amenée régulièrement à parler en public devant des publics importants. Et bah voilà, ça se passe bien. Comme quoi, on peut évoluer, on peut avancer, on peut aller dans une direction qui nous tient à cœur si on a vraiment envie d'y aller. C'est vrai qu'être accompagné, c'est plus simple, mais garder espoir, on peut arriver à plein de choses. Et donc, je suis originaire de Florange, en Moselle. Pareil, c'est pas un détail, c'est une ville de l'Est de la France qui est plutôt constituée d'un milieu ouvrier. Et pendant longtemps, ça a été pour moi une source de malaise parce que justement, cette problématique, le fait d'être transfuge de classe, faisait que j'avais l'impression, en arrivant en licence de droit, par exemple, que j'étais pas légitime à être à cet endroit-là. Donc j'ai un parcours atypique, c'est-à-dire que j'ai fait ma licence en droit, je l'ai validée, puis j'ai fait une licence en histoire de l'art, puis j'ai fini par un master en anthropologie parce que je suis quelqu'un de très curieux et que l'être humain, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et j'ai eu pendant longtemps aussi cette forte envie de faire de l'entrepreneuriat. Et donc je vous présente mon tout premier projet qui est un business tourné vers les femmes enceintes que j'avais fait en 2015. Vous voyez, ça, c'est les écrans de l'application qui n'a jamais vu le jour, mais sur laquelle j'ai travaillé pendant des mois. Et c'était un très beau projet que j'ai beaucoup aimé et que j'ai planté à cause du syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai perdu énormément de temps par peur d'aller au contact des clientes, des experts et des institutions qui auraient pu m'aider à faire un projet viable et qui aurait pu vraiment fonctionner parce que j'avais l'impression qu'on allait me dire que j'étais pas légitime pour faire ça, que c'était pas ma place et donc j'ai pas pu aller au bout de ce projet. La conséquence tout simplement, c'est que plus de budget, plus de temps possible à consacrer à la création de cette application fait que j'ai dû retourner au salariat à contre-cœur. Et sur mon dernier poste, salarié en date, j'étais manager en institution publique, ce qui a fait aussi un beau retour de mon syndrome de l'imposteur, puisque comme je vous l'ai expliqué, je viens d'un milieu ouvrier, je suis la première de ma famille à avoir fait des études. Et là, tout à coup, je me retrouvais un poste de cadre avec des personnes quasiment toutes plus âgées que moi. Et c'était la dernière occasion vraiment forte pour moi d'expérimenter ce syndrome de l'imposteur et de travailler dessus à titre personnel. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai pu sortir de ce poste-là et me relancer de nouveau dans l'entrepreneuriat, j'avais déjà cette envie de faire ma part comme celles qui connaissent ce conte du colibri peuvent savoir ce que c'est faire sa part, apporter sa pierre à l'édifice quelque part. Je cherchais quoi faire et en fait, le hasard m'a amenée à rencontrer, des créatrices de start-up et des indépendantes qui avaient cette problématique de syndrome de l'imposteur et au départ, je les ai accompagnées gratuitement par curiosité, par envie de les aider, parce que moi-même, j'avais traversé ce souci-là, j'avais réussi à le dépasser et donc j'avais envie de voir si j'étais capable d'aider d'autres personnes à traverser ça. Ce qui a fait qu'en fait, finalement, j'ai fini par devenir coach, experte en syndrome de l'imposteur. C'est donc ma spécialité et mon métier aujourd'hui. Et donc, pourquoi je vous offre cet atelier gratuitement? Et mon objectif, c'est de vous permettre de vous rendre compte qu'un autre fonctionnement est possible parce que le problème, c'est qu'on peut croire que le syndrome de l'imposteur, c'est lié à notre personnalité et qu'il n'y a rien à faire. Non, il n'y a pas rien à faire, on peut changer et c'est ce que je vais essayer de vous aider à faire aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, je vous présente votre syndrome de l'imposteur. Voici quelques phrases qu'il a tendance à vous susurrer à l'oreille.
Donc j'aurais pu faire mieux, je vais les décevoir, je pourrais pas les tromper 2 fois, ils vont se rendre compte que je suis nulle, je vais jamais y arriver, je me sens pas légitime, pas à la hauteur, et cetera. Et donc ce maudit oiseau-là qui est un peu comme, un corbeau sur votre épaule qui vous grignote au fur et à mesure et vous empêche de faire des choses, il peut aussi vous dissuader de faire certaines choses, du genre: «Il vaut mieux te laisser tomber, tu vas te taper la honte. Si on travaille 70 heures par semaine, peut-être que ça va marcher», ou alors: «On devrait peut-être regarder des vidéos de chats sur YouTube pour se détendre avant de faire quelque chose». Bref, je vous laisse lire les phrases, je pense qu'elles vous sont familières malheureusement. Et c'est quoi les conséquences, en fait, d'avoir un syndrome de l'imposteur? Parce que c'est important que vous les mesuriez pour avoir envie de vous en débarrasser ensuite. Les conséquences psychologiques, le stress, très simplement, la dévalorisation de soi, le fait de se dénigrer sans arrêt, d'être dans le doute de soi, l'inquiétude sur l'avenir, parce que forcément, si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas être tranquille sur votre avenir. Ça crée beaucoup d'anxiété et aussi des angoisses. On peut voir aussi des conséquences physiques malheureusement, des choses, liées aux psychosomatiques comme des maux de ventre, des maux de tête, des maux de dos. Tout ce qui peut être en fait, lié au stress sur votre corps, des difficultés de sommeil également, la tendance à tamponner émotionnellement avec de la nourriture. Il y a d'autres manières de tamponner, mais c'est une possibilité. Et puis tout ce qui est lié au débordement émotionnel, au craquage et à tout ce que vous ne contrôlez pas de vos émotions qui d'un coup s'expriment et que vous auriez aimé, laisser sortir d'une manière différente. Et dans les relations sociales, ça a aussi une importance, pas négligeable. Ça peut créer de l'anxiété sociale, la peur de s'exprimer en public, d'être, mise en lumière, de devoir, voilà, prendre votre place, de se présenter à de nouvelles personnes. La sensation aussi que si vous vous montrez tel que vous êtes réellement, vous ne pouvez pas être apprécié et aimé. Le fait de cacher le fait qu'on ne va pas bien réellement et de toujours faire bonne figure, ce qui, entraîne encore, ça va malheureusement entrer dans un cercle vicieux où finalement ça va nous faire nous sentir de plus en plus mal. Et puis finalement une tendance à se recroqueviller sur soi, à se cacher, à éviter le contact avec les autres puisqu'on a vraiment cette sensation que si on se montre vraiment, on va être démasqué. Et donc on a 2 mécanismes principaux de réponse au syndrome de l'imposteur. Le premier, c'est le surmenage et le deuxième, qui est plus inattendu peut-être, c'est l'évitement ou aussi, procrastination qui est, le plus gros des évitements, on va revenir dessus. Et donc le surmenage, qu'est-ce que ça donne? L'incapacité à déléguer, pas de limite rationnelle à l'effort, vous avez tendance à travailler tout le temps à la dernière minute sur des deadlines, vous avez un niveau de stress très élevé, vous ne priorisez pas les tâches ou mal. Il y a un rapport effort-résultat, qui est complètement déséquilibré, vous ne savez jamais quand vous arrêtez, vous en donnez beaucoup plus que nécessaire, vous ne savez jamais quand votre travail est terminé et on est dans une amélioration sans fin. Un gros risque de burn-out et beaucoup de personnes que je rencontre qui viennent me voir pour un accompagnement sur le syndrome de l'imposteur ont vécu un burn-out, et cetera, parce qu'il y a plein d'autres manières d'être en surmenage. Et alors pour l'évitement, la procrastination qui est donc, le plus connu des évitements, c'est-à-dire le fait de remettre sans arrêt au lendemain, les rendez-vous qu'on ne prend jamais, les retards systématiques, la charge mentale parce que malheureusement, la procrastination et l'évitement ça crée des to-do list sans fin qu'on peut avoir sur papier ou dans sa tête et qui, du coup, restent présents, à l'esprit sans arrêt, qui peut même vous réveiller la nuit. La culpabilité parce qu'on ne fait pas les choses et donc du stress sournois, c'est-à-dire que, vous êtes stressé non pas parce que vous faites trop de choses, mais parce que vous pensez à tout ce que vous avez à faire, ce qui crée, encore plus de stress. La dévalorisation parce on se sent mal de ne pas passer à l'action et que quand on fait les choses, en plus, on les fait moins bien qu'on aurait pu le faire puisque, on les fait à la dernière minute et donc le travail rendu est de moindre qualité et un fort risque de bore-out, c'est-à-dire de s'ennuyer au travail puisque on évite d'aller vers quelque chose qui pourrait être plus adapté à nos capacités, à nos compétences et dans lesquelles on s'ennuierait moins, tout simplement parce qu'on a l'impression de ne pas avoir les capacités, les compétences pour aller vers un job plus complexe dans lequel on s'épanouirait ou on ne s'ennuierait pas.
il y a un mécanisme de protection inattendu avec le syndrome de l'imposteur et qui est rarement vécu comme une protection, c'est l'auto-sabotage. Pourquoi c'est un mécanisme de protection? Tout simplement parce que votre cerveau, il est resté à cette époque-là, à cette époque, de la survie en fait, et c'est sa priorité. Il est là pour s'assurer que, vous ne vous mettez pas en danger. L'épanouissement, c'est absolument pas son terrain. Il est là juste pour prendre des décisions qui vous permettent de survivre. Or, le changement pour votre cerveau égale danger. Quand on est dans une situation où tout se passe bien, enfin tout se passe bien, c'est-à-dire vous avez un toit sur la tête, à manger, un environnement à peu près correct qui suffit à ce que vos paramètres vitaux se portent bien. Pour lui, il n'y a pas de raison de changer et donc quand vous décidez d'aller vers une situation qui va remettre en question certains acquis, il le vit comme du danger et donc sa première réaction, c'est la fuite. Et donc, ça donne des choses comme j'ai oublié de mettre le réveil avant un entretien super important et je me réveille trop tard, ou finalement je ne postule pas pour une annonce où j'aurais vraiment aimé faire ce travail-là et je repousse jusqu'à ce que ce soit trop tard, ou je ne fais pas les démarches nécessaires pour créer mon entreprise. Il y a plein de manières différentes et je suis sûre que vous avez vos propres exemples. Une donnée importante à prendre en compte pour l'auto-sabotage, c'est que votre cerveau, lui, va prendre la décision de vous saboter ou non en fonction de est-ce qu'il mesure qu'il y a plus de bénéfices à faire les choses et aller vers ce changement ou plus de risques. Et donc pour vous aider à aller vers cette situation qui vous fait envie mais pour laquelle vous restez encore en retrait et vous vous auto-sabotez, tout à la fin, on va faire ensemble l'exercice de aller voir les bénéfices et les risques et d'aller justement recréer un nouvel équilibre, un nouvel élan qui va vous permettre de passer à l'action là où maintenant, pour le moment, vous êtes encore dans cette tendance à l'auto-sabotage, à la procrastination ou au surmenage. Alors, j'ai 2 bonnes et une mauvaise nouvelle par rapport à votre syndrome de l'imposteur pour en sortir. Alors, la première bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas de votre faute. Il faut savoir que votre mécanisme de syndrome de l'imposteur, même si ce n'est pas intuitif ce que je vais vous dire, il est là pour vous protéger. C'est-à-dire que votre syndrome de l'imposteur vous informe qu'il y a un danger en fait dans la situation dans laquelle vous êtes. La manière dont vous percevez, la manière dont vous percevez la situation est en train votre cerveau est en train de vous envoyer le signal que là, peut-être il y a un risque de rejet, un risque qu'on se rende compte que vous n'êtes pas à votre place et que vous feriez mieux de justement vous mettre dans une situation où il n'y a pas ces risques-là. Donc, il vous fait ressentir cette sensation très désagréable dans l'objectif que vous arrêtiez de vous mettre dans ce que lui considère comme un danger. Donc, c'est un mécanisme de protection qui peut-être aujourd'hui ne vous sert plus, n'est plus à votre service, vous avez envie de passer à autre chose et dans ce cas-là, on peut agir dessus. Mais sachez que vous n'avez pas à vous culpabiliser pour ça, c'est naturel. Naturel dans le sens où plein de personnes vivent ça, beaucoup de femmes notamment. Vous n'êtes pas seul et que c'est pas un bug qui vous est particulier. Voilà, c'est partagé par plein de personnes. C'est très culturel aussi puisque dans notre éducation aussi, on a cette tendance à appuyer là où sont les fautes plutôt que là où sont les choses qui ont été réussies et ce genre de choses viennent alimenter le syndrome de l'imposteur. Autre bonne nouvelle, vous n'êtes pas votre syndrome de l'imposteur et c'est pas un détail, c'est-à-dire que c'est une partie de vous, mais ce n'est pas la seule. Vous n'êtes pas obligé d'écouter cette partie de vous qui s'exprime. Il y en a d'autres qui ont leur mot à dire aussi et on va aller voir un petit peu plus comment fonctionne ce mécanisme chez vous pour comprendre comment on peut aussi passer à autre chose. Et donc la mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, mais bon, on voit comme on veut, c'est votre responsabilité de continuer dans ce fonctionnement ou d'en changer. Malheureusement, parce que personne ne va vous sauver, mais la bonne nouvelle, c'est quand même que vous avez du pouvoir sur ça, vous n'êtes pas obligé de rester là-dedans si vous avez envie de changer les choses. Et je tiens à souligner aussi qu'on parle beaucoup ces temps-ci d'abondance. Et en fait, dans le fait de choisir de travailler ou pas sur son syndrome de l'imposteur, il y a de ça. Il y a soit vous choisissez de continuer sur ce mécanisme qui vous fait aller vers un chemin qui est dans la peur du manque, dans la peur du rejet, ou d'aller travailler dessus et d'aller vers justement l'acceptation de soi, l'estime de soi, l'abondance, la joie, la gratitude.
Et là, ça dépend uniquement de vous. Personne ne peut faire ce choix-là à votre place. Mais je tiens à vous remettre en face de votre responsabilité parce que vous ne pouvez pas attendre que la vie soit généreuse avec vous si vous ne commencez pas par vous-même. Donc le chemin vers le changement, la première étape, c'est de conscientiser, c'est ce que vous êtes en train de faire là à travers cette vidéo, donc vous pouvez déjà vous en remercier. La deuxième, ou à égalité, il y a se choisir et croire en soi, et mieux se connaître et se comprendre. On va tout de suite faire mieux se connaître et se comprendre, et voir ensuite se choisir et croire en soi. Donc les premières pistes pour vous aider à repérer vos croyances limitantes, c'est ces croyances-là qui sont à l'origine de votre syndrome de l'imposteur, c'est de repérer votre type de syndrome de l'imposteur. Donc le tout premier type, alors d'abord pour remettre les choses dans leur contexte, ces 5 types-là, ils ont été décrits dans le livre de Valérie Young, dont je ne prononcerai pas le nom en anglais. Et vous pouvez aller trouver plus de choses là-dedans si vous avez envie de l'explorer. Malheureusement, il n'existe pas en français. Je vous en reparlerai à la fin. Moi, j'ai créé une formation sur ce sujet si vous avez envie d'aller plus loin. Donc avant de commencer, et c'est important, sachez que ces 5 types sont comme les constellations dans le ciel. C'est-à-dire qu'en fait, le ciel est parsemé d'étoiles. On peut dire comme si chacune des croyances était une de ces étoiles et que en fait, on a décidé de relier certaines de ces croyances pour créer un type de syndrome de l'imposteur qui permette d'avoir un modèle en tête, de mieux se comprendre. Néanmoins, pour certaines d'entre vous, vous allez vous reconnaître dans plusieurs types, un peu ici, un peu là, et c'est normal. C'est juste que vous ne vous repérez pas juste dans une seule constellation. Il y a des morceaux qui vous concernent à plusieurs endroits. Donc c'est pour ça, ne vous arrêtez pas à un seul type, allez regarder tous les types, puisqu'il y a peut-être des choses qui vous concernent dans les autres types, même si c'est moins prononcé, il y a quand même des choses probablement qui vont vous parler. Dans les 5 modèles, il y a quand même des points communs qu'on retrouve quasiment partout. C'est une voix intérieure très critique envers soi-même ou son travail, avec la tendance à confondre parfois son travail et soi-même. C'est-à-dire que si mon travail n'a pas de valeur, je n'ai pas de valeur. L'échec est une source de honte ou d'humiliation. Et la tendance à sacrifier sa vie personnelle ou sa santé pour essayer de faire des miracles au travail. Pas toujours, mais ça, pour la plupart d'entre vous, ça va être le cas. D'ailleurs, je le remettrai à la fin, mais si vous avez envie de vérifier si vous avez un syndrome de l'imposteur et à quel point vous l'avez, vous allez sur test.syndromeimposteur.fr. Vous avez le test de Clamps en ligne avec un résultat sur 100 gratuitement en 2 minutes. Donc pour chaque personnage que je vous présentais là, pour faire le test, je vous propose de noter de 1 à 5 à quel point vous vous sentez proche de cette manière de fonctionner. 1, pas du tout. 5, c'est tout à fait moi. Donc ça va vous permettre de vous repérer en comparaison de chacun des types. C'est absolument subjectif, ce n'est pas une preuve scientifique, c'est juste pour vous permettre d'avoir une vue globale des types et de voir vers lequel vous tendez le plus. C'est souvent qu'on a un ou deux types principaux. Et comme j'ai expliqué, il y a des personnes qui vont en avoir un peu dans chaque. Premier type, donc le personnage de Pierrette. Et donc pour Pierrette, elle nous dit des choses. Si je veux, du type, si je veux que cela soit bien fait, je dois le faire moi-même. Faire de son mieux n'est pas suffisant pour moi. Si je réussis à 99%, ce n'est pas une réussite. J'ai besoin de tout contrôler pour être sûre que ça soit bien fait. Je suis rarement satisfaite de mon travail car je suis toujours persuadée que j'aurais pu faire mieux. Et aux autres, je peux dire des choses du genre, c'est pas comme ça qu'on fait correctement le travail, c'est de cette manière-là. Donc vous notez de 1 à 5 à quel point vous vous sentez proche de Pierrette et je vais vous dire tout de suite à qui correspond, quel est le profil de Pierrette. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin. Si une de ces croyances vous parle particulièrement, notez-la parce que c'est la croyance limitante sur laquelle vous aurez besoin de travailler pour aller plus loin sur votre syndrome de l'imposteur. Donc Pierrette est perfectionniste. C'est-à-dire que pour elle, la règle, c'est qu'elle doit exceller 100% du temps. Chaque aspect de son travail doit être exemplaire et rien de moins que la perfection n'est acceptable. Vous vous rendez compte à quel point c'est lourd. Donc, ce qui est important pour elle, c'est comment les choses sont faites. Qu'est-ce que ça donne très concrètement ? Si vous êtes une perfectionniste, ce qui se passe, c'est que vous vivez avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est-à-dire une épée qui est retenue par un fil, un cheveu, qui peut à tout moment vous tomber dessus. Parce que comme pour vous, l'erreur n'est pas envisageable,
vous vivez sans arrêt dans la peur que l'erreur vous tombe dessus, que finalement ça arrive, et donc avec ce stress permanent que, mon Dieu, et si jamais j'avais fait une erreur? Donc c'est un stress en permanence d'avoir peur d'avoir commis la moindre erreur, et ça engendre les comportements du type surmenage. Les perfectionnistes ont plutôt une tendance au surmenage, même s'il peut y avoir aussi de la procrastination, avec un fort risque de burn-out. Chez les perfectionnistes que j'ai rencontrés, énormément d'entre elles avaient vécu le burn-out. Et alors, les inconvénients à être perfectionniste, si vous ne vous en étiez pas déjà rendu compte, et je ne vous le dis pas pour vous culpabiliser, mais pour vous permettre de prendre vos distances avec ça, c'est de donc pour vous dire qu'en fait, il n'y a pas que des avantages à être perfectionniste, parce qu'on est quand même dans une culture qui a tendance à valoriser ça. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'en équipe, être perfectionniste, c'est pas l'idéal, parce que si un rouage de l'engrenage n'avance pas parce que, vous mettez trop de temps à faire quelque chose par rapport à vos collègues, ça peut bloquer la machine. Donc dans une équipe, être perfectionniste, c'est pas du tout un avantage. Et si vous êtes entrepreneur et que vous travaillez seul, vous risquez aussi de vous bloquer et de ne pas avancer. Alors là, pour le coup, c'est pas que vous bloquez les autres, c'est que vous vous bloquez vous tout seul. Et l'autre inconvénient, c'est que vos efforts ne sont pas optimisés, et donc vous pouvez mettre énormément de temps à faire quelque chose qui aurait pu être fait en 1 heure ou 2, parce que comme vous avez besoin que ce soit parfait, forcément ça vous prend beaucoup plus de temps, et donc au niveau productivité, être perfectionniste, c'est pas l'idéal. Autre problématique qu'il y a avec les perfectionnistes, c'est pas les seuls, mais c'est le type pour lequel c'est le plus fort. Il y a une problématique autour de l'identité, parce que quand on se reconnaît comme perfectionniste, ça peut être parfois difficile de lâcher ça et de se dire que je vais aller vers autre chose. Donc c'est à vous de voir si vous êtes prêt à lâcher ça et avoir les effets positifs à évoluer vers quelque chose de plus détendu, qui corresponde mieux à vos objectifs de vie, à votre bien-être, à ce que vous avez vraiment envie de réaliser. Le deuxième type, donc l'exemple, c'est Jenny. Jenny dit des choses du genre: si j'étais vraiment intelligente, je serais capable de comprendre n'importe quelle explication la première fois que je l'entends. Si j'étais une vraie entrepreneuse, ça ne devrait pas être aussi difficile. Si je ne comprends pas, si je n'arrive pas tout de suite, le problème doit venir de moi. Et on a les qualités pour faire ou pour être mathématicien, développeuse, écrivaine, ou on ne les a pas. Ce genre de choses. Pareil, vous notez de 1 à 5, vous mettez sur pause si vous avez besoin de noter une de ces phrases. Et donc, Jenny est du type du génie. Je n'ai pas été chercher loin, n'est-ce pas, pour le nom de ce personnage. Donc, les caractéristiques, c'est que pour Jenny, être compétente signifie y arriver facilement et rapidement. Donc, ce qui est important pour elle, c'est quand les choses sont faites et comment. C'est-à-dire le fait d'y arriver tout de suite, c'est important. Et donc, ce qui se passe pour Jenny, problématique avec le temps comme pour le perfectionnisme, mais pas de la même manière. Pour Jenny, quand on arrive au premier jour de travail, on doit déjà tout savoir faire. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure, du mal à accepter que peut-être les choses prennent du temps avant de savoir faire correctement le travail. Les choses, on y arrive tout de suite ou on n'y arrivera jamais. Donc, il y a des problématiques autour d'accepter l'effort et la persévérance. Non pas que les types génies sont des types qui ne sont pas motivés ou qui refusent l'effort, mais plutôt comme ce sont des personnes qui ont des facilités, un petit peu comme dans Aladdin, vous avez droit à 3 vœux et vous avez 3 capacités dans lesquelles vous êtes super bonne. Il y a une tendance à s'enfermer à ces endroits où vous êtes très bonne et à ne pas en sortir, parce que sortie de cette zone de confort-là, vous avez l'impression que comme vous n'y arrivez pas facilement, c'est que vous n'êtes pas capable de le faire. C'est une illusion, vous avez d'autres capacités, mais elles ont peut-être besoin de temps pour se développer, contrairement aux domaines dans lesquels vous aviez des facilités dans le naturel et dans lesquels peut-être maintenant vous vous ennuyez. Parce que c'est le risque pour les génies, c'est le risque du burn-out, c'est de ne pas sortir de sa zone de confort par peur justement de ne pas y arriver, et donc de s'ennuyer profondément à l'endroit où on est. Et je vous donne un petit exemple personnel qui me paraît important. Moi, pendant longtemps,
enfin, tout au début de ma vie professionnelle, j'ai dû mettre en bas d'un CV que j'avais des compétences en gestion de conflits qui étaient liées à des choses très personnelles, mais j'ai mis ça sur un moment d'inspiration et ça a été très vite repéré par, les employeurs et quand j'ai commencé à travailler, comme employée de banque pendant mes études, pendant les grandes vacances, ça a été une compétence importante parce que les gens au guichet de banque peuvent effectivement péter un câble. Donc c'était important d'avoir cette compétence-là et en fait, à chaque fois, je m'améliorais dans cette compétence et j'allais vers des métiers qui requéraient cette compétence et donc je suis arrivée un peu, si on peut dire, au top de l'endroit où on a besoin de ça, c'est-à-dire que j'étais, manager à la CAF, responsable accueil et où vous êtes en gros la personne qu'on appelle, quand quelqu'un explose dans l'accueil, et dans un état, pas possible et se met à hurler sur, les collègues et ben, c'était pour ma pomme. Et donc en fait, j'avais des compétences naturelles là-dedans et j'en suis arrivée au stade où j'ai poussé ces compétences assez loin. Mais en fait, il y a aussi un moment où j'ai dû me poser la question et je vous invite à vous poser cette même question. Est-ce que cette compétence dans laquelle, j'ai des facilités, où c'est plus naturel pour moi que d'autres personnes, est-ce que j'ai vraiment envie de l'exercer? Parce que c'est pas parce que vous êtes bonne quelque part que vous devez y aller. Donc pour les génies, je vous invite vraiment à réfléchir à ça, à cette compétence dans laquelle je suis bonne, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ma vie professionnelle là-dessus? À méditer donc. Le type suivante, c'est notre ami Xavier et donc pour Xavier, que vous allez noter de nouveau de 1 à 5, elle nous dit des choses du genre: «Si j'étais vraiment compétente, je saurais tout ce qu'il y a à savoir. Si j'étais vraiment intelligente, je comprendrais et je me souviendrais de tout ce que je lis. Avant de me lancer, j'ai besoin d'une solide formation, de l'entraînement et de l'expérience. Et si je n'ai pas 100 des expériences ou compétences qu'il faudrait avoir, je préfère ne pas me lancer». Pour les perfectionnistes qui nous regardent, vous notez que je lis au féminin, j'ai écrit au masculin et qu'il y a des petites fautes, comme quoi on peut mettre en ligne une vidéo même avec des erreurs et je vais y survivre. C'est un clin d'œil, ne le prenez pas mal. Et donc, notre amie Xavier est du profil type de l'experte. C'est-à-dire que pour elle, on n'est jamais trop compétent. La compétence se mesure à la somme des connaissances et de talents. Et donc pour elle, ce qui est important, c'est combien de choses on sait. Et donc le problème, quand on est une experte, c'est que la légitimité, ça se présente comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un seuil qu'on fixe arbitrairement ici, c'est-à-dire quand j'arriverai à cet endroit-là, j'estimerai que je suis assez compétente, que je sais assez de choses et ça sera bon. Et je suppose que vous devinez ce qui se passe, c'est que quand vous arrivez à ce fameux seuil, qu'est-ce qu'il advient de ce seuil? Pouf, il recule et quand vous arrivez là, pouf, il recule et c'est un escalier sans fin. Vous pouvez le monter toute votre vie, vous ne vous sentirez jamais légitime. L'experte a l'illusion qu'il lui manque toujours une formation, toujours une information, toujours un petit quelque chose qui va lui permettre d'enfin être prête. En réalité, c'est une illusion dont il faut vous sortir, sinon vous ne vous sentirez jamais à la hauteur, jamais à votre place, jamais légitime. Vous avez le droit, hein, faites ce que vous voulez. Mais voilà, si vous avez envie de sortir du syndrome de l'imposteur, c'est un conseil. Et donc, pour les experts, ce qui est important, c'est non pas de savoir 100% du sujet, mais 150%, c'est-à-dire que, par exemple, si elles préparent une présentation publique à propos de leur sujet, elles vont non pas se renseigner pour pouvoir connaître ce qu'il faut du sujet, il faut qu'elles puissent répondre à toutes les questions sans exception et la réponse «je ne sais pas» n'est pas forcément acceptable. Voilà, donc elles doivent être prêtes à 150%. Et donc le problème quand on est, du type experte, c'est pas la seule, mais c'est celle qui a le plus cette tendance, c'est que vous vivez comme au bord d'un plongeoir, toujours pas loin de sauter, de vous jeter à l'eau et de faire enfin ce pourquoi vous vous formez depuis des années. Mais en fait, vous pourriez aussi bien vous construire une petite cabane et un abri sur ce plongeoir puisque vous ne sauterez jamais. Vous êtes toujours, à 2 doigts d'y aller et finalement vous reculez pour mieux sauter, n'est-ce pas? Mais vous ne sautez pas. Donc voilà, l'image est peut-être pas agréable, mais c'est pour vous aider aussi à vous rendre compte que, c'est un
une exigence sans fin, il n'y a pas de fin au savoir, il y a toujours autre chose à apprendre et il y a un moment où c'est à vous de décider que vous en savez suffisamment et que vous vous jetez à l'eau. La quatrième, Solange. Donc notre amie Solange nous dit: «Pour qu'un accomplissement ou une réussite compte, il faut l'avoir réalisé complètement seule. Si j'étais vraiment compétente, je ne devrais pas avoir besoin d'aide. Si j'obtiens une mission ou des clients grâce à la recommandation d'une autre personne, ça ne compte pas vraiment. Poser une question, demander des renseignements ou de l'aide me fait me sentir vulnérable.» De la même manière, vous notez sur 5, vous mettez pause. Si une de ces phrases vous parle vraiment, vous la notez, c'est important. Ah oui, et puis la dernière, que je n'arrive pas à lire parce que j'ai quelque chose devant. Vous ne voyez pas. Si quelqu'un a déjà eu l'idée, je pense que c'est ça qui est écrit: «C'est trop tard, ce n'est pas la peine de travailler dessus.» Voilà. Donc Solange, notre amie Solange est une solitaire, c'est-à-dire que pour elle, la vraie compétence, c'est d'être capable de tout faire toute seule et pour elle, ce qui est important, c'est qui fait les choses. Pour vous illustrer l'histoire d'une Solange et comprendre ce qui se passe et quel est le problème avec cette façon de fonctionner, je vais vous parler de Diane, qui est une histoire qu'on retrouve justement dans le livre de Valérie Young. Et donc l'histoire de Diane, c'est elle travaille dans le BTP, dans une équipe essentiellement composée d'hommes, pas sur le terrain, plutôt dans la partie bureau. Et néanmoins, elle se sent imposteur. Et alors, si vous faites partie des femmes qui sont dans un milieu très masculin, vous faites partie aussi des personnes qui ont le plus de chances d'avoir un syndrome de l'imposteur. Et donc, on finit par lui proposer une promotion pour laquelle elle va devoir aller travailler à 2 heures de son domicile et donc faire un aller-retour de 4 heures par jour. Elle accepte puisque c'est une promotion, elle en est très honorée, elle y va néanmoins en ayant son syndrome de l'imposteur et donc sur le terrain, elle fait le maximum. C'est une nouvelle mission, donc c'est à elle de voir quels sont les besoins. Elle fait le maximum, elle fait des journées pas possibles, elle fait des trajets de 4 heures par jour. Évidemment, en quelques mois, elle arrive au burn-out et donc elle est obligée d'être arrêtée pour plusieurs mois par son médecin. Et donc, pour remplacer Diane, on envoie un de ses collègues, donc John. Et donc, que fait John? John accepte le poste et une des premières choses qu'il dit, c'est: je ne vais pas pouvoir faire 4 heures d'aller-retour par jour, donc j'ai besoin d'un logement sur place ou d'une solution en tout cas. Et une fois qu'il commence à travailler, il se rend compte que en fait, la mission, n'est pas réalisable seul, qu'il va avoir besoin potentiellement d'un assistant ou une assistante ou des outils techniques supplémentaires qui ne sont pas à sa disposition. Moralité, quand on a un syndrome de l'imposteur et qu'on est du type solitaire, le grand risque, c'est de penser que on est compétent que si on réussit à faire les choses tout seul et qu'on ne doit absolument pas demander d'aide extérieure. Le problème avec ça, c'est que peut-être que pour réaliser à bien votre mission, une partie de votre mission à vous, c'est justement d'identifier là où vous avez besoin d'aide. L'objectif, ce n'est pas que vous fassiez tout toute seule, c'est que la mission soit réalisée et soit menée à bien. Et donc pour ça, peut-être que demander de l'aide va être indispensable. Pas demander de l'aide pour vous, mais demander de l'aide pour réaliser ce que vous avez à faire. Donc je vous laisse méditer là-dessus, mais vous voyez le problème, le fait d'être solitaire et d'avoir un syndrome de l'imposteur, enfin d'être du type solitaire dans le syndrome de l'imposteur. Et la dernière, et pas des moindres, notre chère Suzanne, qui n'a qu'une croyance limitante, c'est: si j'étais vraiment compétente, je serais capable de tenir tous les rôles correctement en même temps, c'est-à-dire compagne, mère, fille, amie, chef d'entreprise, amante, bénévole, et vous rajoutez tout ce que vous voulez derrière. Très bonne cuisinière, ménagère, voilà, peu importe. Donc vous notez de 1 à 5. Et donc, qui est notre amie Suzanne? Notre amie Suzanne est une super-héroïne, c'est-à-dire que pour elle, être compétent, c'est être bon dans plusieurs tâches en même temps. Et donc, pour elle, ce qui est important, c'est combien de tâches je peux faire et à quel point je peux les faire correctement. Donc non seulement il faut en faire beaucoup, mais en plus, il faut très bien les réaliser.
Et donc, Suzanne est un mélange en réalité de perfectionniste, de génie et de solitaire. Ce serait quoi la solution pour notre amie Suzanne pour que tout se passe bien? Eh ben, ce serait de pouvoir se cloner et d'être à plusieurs endroits en même temps. Malheureusement, à l'heure où je fais ce webinaire en 2020, cette solution n'existe pas. Donc, malheureusement, je suis obligée de vous dire que vouloir réussir dans tous les domaines, c'est probablement la meilleure stratégie pour tout planter. À vous de voir ce que vous voulez faire de votre vie. Néanmoins, sur ce rythme, vous aurez du mal à tenir la longueur. Une autre caractéristique de notre amie Suzanne, c'est le sens du sacrifice, c'est-à-dire une tendance à faire passer les besoins des autres avant les siens et quelque part, cette peur d'être égoïste et toujours vouloir que tout soit bien fait et que les autres aient tous leurs besoins comblés, mais ne jamais s'écouter soi-même. Un petit mot particulier par rapport à Suzanne, je ne m'en cache pas puisque c'est plutôt une fierté pour moi. Je suis féministe et je tiens à signaler que Suzanne est aussi un produit de notre société, puisque avec l'évolution, du travail et de la cellule familiale, les femmes se retrouvent à devoir être d'excellentes travailleuses, d'excellentes mères de famille. Plus il y a cet idéal du couple où on doit être du coup, dans un couple réussi. Il y a beaucoup de choses en même temps qui doivent être faites par les femmes et bien faites. Il y a une pression sociale autour de ça, qui fait que les Suzanne sont vraiment très nombreuses et j'ai beaucoup d'empathie pour elles. Si vous êtes mère de famille, rien que ça, je suis dans une admiration sans borne pour votre capacité à vous occuper d'un autre être humain en donnant le meilleur de ce que vous êtes capable de faire, avec tout ce que vous faites en plus à côté. Puisqu'à une époque, pendant longtemps, les femmes ne faisaient entre guillemets que s'occuper des enfants et maintenant il y a énormément d'autres choses à faire. Donc ce n'est pas votre faute. Pour tous les types, dans tous les cas, ce n'est pas votre faute. C'est un fonctionnement que vous avez mis en place, qui avait une fonction, un moment particulier de votre vie qui vous a permis de dépasser certains événements difficiles, certaines situations, qui a répondu à un besoin. Mais peut-être que maintenant ça ne correspond plus à votre vie. Donc, je dois vous dire qu'il y a un secret derrière votre syndrome de l'imposteur et on arrive sur la partie plus ou moins solution et surtout vous expliquer comment ça marche pour que vous puissiez comprendre comment on se sort de tout ça. Donc le gros secret derrière votre syndrome de l'imposteur, c'est qu'en fait, votre syndrome de l'imposteur, c'est juste la face immergée, immergée de l'iceberg. Et donc, qu'est-ce qu'il y a en dessous? En réalité, généralement, c'est une mauvaise estime de soi et ce que j'appelle des mécanismes foireux, c'est-à-dire des croyances limitantes, des peurs, plein de choses mélangées qui font des espèces de réflexes desquels vous avez beaucoup de mal à vous sortir. Et j'insiste sur ça parce que dans 95% des cas, les femmes avec qui j'échange et que j'accompagne, en réalité, elles n'en ont pas conscience parce que c'est difficile de savoir qu'on est malade quand on a été comme ça toute sa vie. La bonne santé, on s'en rend compte que lorsqu'on l'atteint et quand on a été malade toute sa vie, on n'avait pas conscience d'être malade. Dans 95% des cas, il y a une problématique d'estime de soi derrière. Et votre syndrome de l'imposteur, c'est quelque part un signal d'alarme qui arrive par-dessus tout ça, qui est en train de vous dire que là, il y a vraiment un problème. Mais le problème de fond, c'est l'estime de soi. Donc l'estime de soi, c'est le respect de soi, le sens de sa propre valeur et l'amour de soi. Et comme le dit la petite citation, tout part de soi. Et ça veut dire aussi arrêter de regarder à l'extérieur pour connaître sa propre valeur. D'où vient la mauvaise estime de soi? Alors, l'origine pour beaucoup d'entre vous, ça va être lié à l'environnement familial dans lequel vous avez grandi, où en tant qu'enfant, vous n'avez pas reçu un amour inconditionnel, c'est-à-dire que l'amour et l'attention de vos parents étaient conditionnés à un certain type de comportement. Ce qui fait que dans certaines situations, on vous a laissé entendre ou vous avez perçu que vous n'aviez pas de valeur si vous vous comportiez pas de la manière qui était attendue par votre entourage. Donc l'enfance va avoir un grand rôle, mais pas seulement. Toutes les situations aussi de harcèlement, d'humiliation où une autre personne a pu avoir un comportement malveillant avec vous
même à l'âge adulte. Beaucoup de femmes aussi que j'accompagne me parlent de situations avec des pervers narcissiques. Les situations de violence, évidemment, toutes ces situations-là viennent atteindre votre estime de soi, violence physique, psychologique ou sexuelle. Toutes les situations de vie telles que les licenciements, les situations d'exclusion d'un groupe, tous ces moments de votre vie qui sont douloureux et tout ce qu'on peut appeler les accidents de vie. Si par exemple vous avez vécu, pas très concrètement, un accident de la route qui vous a laissé un handicap et que vous avez, vous n'avez pas encore accepté cette nouvelle situation, vous avez une mauvaise image de vous à cause de ça, par exemple, ça peut venir affecter votre estime de soi. Tout ce qu'on peut considérer comme un accident de la vie, tous ces moments de votre vie que vous avez vécu comme des échecs et avec lesquels vous n'êtes pas en paix, sont venus affecter votre estime de soi. Pour vous expliquer ce qui se passe avec votre syndrome de l'imposteur et l'estime de soi, ça c'est chez une personne normale, entre guillemets, je mets des grosses guillemets parce que je n'ai pas rencontré dans ma vie beaucoup de personnes normales, je ne sais même pas si ça existe, mais bref, on s'entend. Donc chez une personne qui n'a pas de syndrome de l'imposteur, on a d'un côté l'estime de soi et de l'autre, donc qui est la représentation, l'image de soi, de ses capacités et de ses compétences, et de l'autre, les attentes qu'on a sur ce qu'on devrait être, le travail qu'on devrait fournir. C'est à peu près équilibré, donc tout va bien. Par contre, quand on a un syndrome de l'imposteur, donc chez vous, on a une estime de soi légère, c'est-à-dire qu'on a peu d'estime de soi ou moins bonne que la moyenne des autres gens. Et par contre, au niveau des attentes, c'est voilà, je pense qu'on se comprend. Vous avez des attentes extrêmement élevées sur ce que vous êtes censé délivrer comme travail, sur la qualité de ce que vous êtes censé fournir. Et forcément, le déséquilibre entre les deux, c'est ça qui crée votre syndrome de l'imposteur. Donc il y a à la fois un travail à faire sur l'estime de soi et sur vos attentes. Et donc ce syndrome d'imposteur, c'est un peu comme, pour faire un parallèle, les personnes qui ont une anorexie qui se voient grosses alors qu'elles ne le sont pas. Ben, vous, avec votre syndrome de l'imposteur, c'est un peu la même chose. Vous avez une différence de perception entre vos capacités que vous voyez moindres qu'elles sont en réalité et les capacités attendues que vous voyez beaucoup plus élevées que ce qu'on attend en réalité. Un petit schéma qui va en dire long et vous expliquer pourquoi vous avez ces comportements vis-à-vis de la prise de risque dans votre vie d'une manière générale, pour faire le parallèle entre l'estime de soi et l'argent. Alors, lorsqu'on a beaucoup d'argent et qu'on veut en gagner encore plus, comme c'est le cas tout en haut du schéma, eh ben, on va aller, par exemple, l'investir en bourse, puisque c'est des endroits où certes, il y a du risque de perdre son argent, mais on peut en gagner beaucoup également. Et donc, si vous en perdez, bah, vu que vous en avez déjà beaucoup, c'est pas très grave. Par contre, si vous en gagnez, c'est chouette et c'est à des forts rendements. Donc, on peut prendre ce genre de risque. Par contre, à l'inverse, si vous avez peu d'argent, en général, ce que vous allez faire, si vous arrivez à mettre de l'argent de côté, vous allez le mettre sur un livret A, un endroit qui rapporte peu par rapport à d'autres investissements plus risqués, mais où là, vous êtes sûr qu'au moins, vous n'allez pas le perdre. Et si vous avez de l'argent qui dort sur un compte en banque, sans le mettre sur un livret, dans ce cas-là, si vous n'y touchez pas, il va même perdre de sa valeur, puisque pour que l'argent ne perde pas de valeur s'il n'est pas investi, ce qui se passe, c'est que avec l'inflation, c'est de moins en moins, il a de moins en moins de valeur marchande. Et en fait, votre estime de soi, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une forte estime de soi, peut prendre des risques facilement qui vont lui permettre de gagner encore plus d'estime de soi. Et puis, si ça se passe mal en cas d'échec, c'est pas très grave parce qu'il lui en reste beaucoup. À l'inverse, quand on en a peu, ce qui se passe, c'est qu'on ne prend pas beaucoup de risques parce qu'on se dit, déjà, j'ai pas très confiance en moi. Donc, si en plus je prends des risques, est-ce que je me plante? Là, ça va être encore pire la situation. Donc, en général, on reste dans sa zone de confort, on a du mal à en sortir, on a du mal à faire les actions nécessaires pour rentrer dans le cercle vertueux qui va faire qu'on gagne de plus en plus d'estime de soi. Et la situation où, comme l'argent reste sur le compte en banque se dévalue, la situation où vous ne faites rien, vous ne prenez jamais de risque du tout, et là, vous allez vous sentir de plus en plus mal. Ça correspond typiquement à la situation des personnes qui restent dans le même poste pendant longtemps et s'y ennuient et finissent par se sentir de plus en plus mal, de plus en plus dévalorisées parce que
bah, finalement, elles ne prennent pas risque, elles n'avancent pas et bah, c'est nocif pour l'estime de soi, malheureusement. Tout ça fait un parallèle intéressant pour vous parler de vos conséquences dans le rapport à l'argent, parce qu'il y en a. La première, c'est que si vous êtes entrepreneuse, vous allez avoir énormément de mal à mettre un prix sur vos services, puisque, ben, ayant une mauvaise estime de vous-même et un syndrome de l'imposteur, ça va être très difficile de fixer le prix et savoir qu'est-ce qui serait juste pour vous et pour les autres. Vous allez aussi avoir du mal, et pas que pour les entrepreneuses, à recevoir de l'argent. C'est-à-dire que, ben, vous serez souvent mal à l'aise avec la sensation que, hem vous oserez pas en demander beaucoup. Vous allez sûrement être en dessous des, entre guillemets, «des prix du marché» pour le poste que vous occupez ou pour les services que vous fournissez en tant qu'entrepreneuse et vous n'allez pas vous sentir à l'aise si on souhaite vous payer plus ou si on vous propose des fortes sommes d'argent pour travailler et vous allez avoir du mal à investir de l'argent sur vous-même. C'est-à-dire, ben, potentiellement vous faire accompagner ou vous payer des choses de valeur, tout simplement parce que vous faites le parallèle entre, hem votre propre valeur et l'argent que vous dépensez pour vous. Exception faite du shopping compulsif qui est utilisé comme tampon émotionnel, c'est-à-dire les femmes qui utilisent le fait de se payer des choses pour, apaiser des sensations, des émotions difficiles. Là, dans ce cas-là, c'est une autre problématique. Mais sinon, en général, il y a une difficulté à mettre de l'argent pour soi. Et donc, qu'est-ce qui se passe du coup? Ben, en général, pas pour toutes, mais pour beaucoup de femmes qui ont syndrome de l'imposteur, quelle est la priorité dans la vie? Eh ben, c'est absolument tout le monde, sauf soi. Autre conséquence importante, le regard des autres. Souvent, quelque chose qui revient énormément, le regard des autres est souvent perçu comme euh, malveillant, le mot est peut-être un peu fort, mais on a tendance à penser que les gens vont voir ce qui ne va pas chez soi, vont nous juger, vont potentiellement nous rejeter. Et donc, c'est très lourd et difficile à vivre et ça peut inhiber les actions, ça peut nous empêcher de faire certaines choses par peur de ce regard des autres. Et puis, on développe un juge intérieur extrêmement dur, un peu comme le corbeau qu'on a vu au début, qui est là pour donner son avis sur la moindre petite chose qu'on fait, et il est capable de voir tout ce qu'on a fait de négatif. Je suis sûre que vous voyez de quoi je veux parler. Et dernière chose, la peur de se tromper, la peur de prendre la mauvaise décision, vous avez tendance à vous comporter comme si vous étiez pour chaque petit choix, comme Néo dans Matrix qui prend ce choix fondamental de je prends la pilule rouge, la pilule bleue qui va changer complètement ma vie pour des choses qui ne valent pas la peine de se creuser autant la tête. Et donc ça prend énormément d'énergie de devoir réfléchir à tout comme si chaque chose avait une importance capitale et ça vous freine aussi dans la réalisation de vos objectifs. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Maintenant, je vous ai expliqué avec tout ça, on est dans la partie solution. Alors, déjà, sachez, comme je vous l'ai dit, que vous avez le pouvoir et la responsabilité de changer. Ça dépend de vous. Et donc, une chose importante, fondamentale, si vous ne devez retenir qu'une seule chose de tout ce que je vous ai dit, c'est celle-là. Être très attentive à son dialogue intérieur. Vraiment, ce que vous dites de vous-même, ce que vous vous dites est capital, ça fait comment vous vous sentez, ça fait votre syndrome de l'imposteur, ça fait votre estime de soi. Je vous mets une petite citation qui est un peu dure, mais qui est vraiment très éclairante. Chaque fois, et je dis bien chaque fois qu'on rejette le blâme, qu'on se justifie ou qu'on se plaint, on se tranche la gorge financièrement. Aucune pensée n'habite votre tête sans payer son loyer. Chaque pensée que vous avez sera soit un investissement, soit un coût. Donc, soyez très attentive aux pensées que vous cultivez. Et pour vous aider à renverser la tendance, c'est là que je vous propose de faire ce petit exercice. Donc, je vous ai expliqué que votre cerveau mesurait le bénéfice et le risque à changer. Donc, je vais vous aider à renverser un petit peu la situation. Donc, quelques coûts qui peuvent être liés au syndrome de l'imposteur. Je vous donne des exemples de choses que j'ai vues et je vous invite vous-même chez vous à mettre pause ici sur la vidéo et à faire la liste de tout ce que vous coûte votre syndrome de l'imposteur. Donc, ça peut être ne pas être dans le bon job, ne pas oser lancer sa boîte, faire le mauvais choix d'études et puis en plus ensuite ne pas oser aller vers ce qu'on a vraiment envie, ne pas s'autoriser des activités entre guillemets inutiles comme la relaxation ou des activités créatives, se mettre en couple avec la mauvaise personne et ne pas s'en séparer, parce qu'on a la sensation que de toute façon, personne de bien voudra vraiment de nous et donc vaut mieux garder ce qu'on a.
Se refuser certains voyages, certains cadeaux, des choses de valeur, ne pas oser rouler en voiture aussi, j'ai une cliente qui a eu ça. Passer des heures à bosser de manière excessive ou à procrastiner, et en général quand on procrastine, c'est pas très épanouissant. Ne pas oser dire non et mettre des limites. Faire des choix par dépit et pas par envie. Et ne pas oser dire non et mettre des limites, c'est aussi tout le temps faire passer les besoins des autres avant les siens. Donc ça, c'est pour votre cerveau lui donner bien la mesure de qu'est-ce qui se passe quand vous gardez votre syndrome d'imposteur pour lui donner envie de lâcher prise un petit peu avec ce fonctionnement-là. Et maintenant, pour partir sur le positif, je vais vous raconter une petite histoire. Pour partir sur le positif, est-ce qu'il faut arrêter le gluten? Non, c'est pas ça la piste. Je vous raconte ça tout simplement parce que il s'avère que, des années en arrière, il y a 7 ans maintenant, si je dis pas de bêtises, 8 ans, 8 ans bientôt, j'avais sans arrêt j'ai eu toute ma vie en fait, des problèmes de digestion, de la fatigue et en fait, je pensais juste que c'était ma vie et que c'était comme ça, puisque les médecins ne trouvaient rien et que même je suis même pas sûre, j'en ai beaucoup parlé aux médecins puisque je pensais que de base, j'étais quelqu'un qui avait pas beaucoup d'énergie. Et je me suis retrouvée à vivre pendant 15 jours avec un ami qui, a la maladie de Crohn et pour lui, la moindre trace de gluten est exclue et donc vivant avec lui pendant 15 jours, j'ai adopté la même alimentation et au bout d'à peine 15 jours, je me suis retrouvée à me réveiller le matin sans réveil, avec une forme extraordinaire et sans comprendre pourquoi tout à coup, ben, j'avais plus de maux de ventre, tout allait bien, j'avais vraiment, une énergie de dingue. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que votre syndrome d'imposteur, c'est la même chose. En fait, c'est comme être malade sans le savoir. Si on m'avait dit: «Tu as un problème avec le gluten, arrête», je l'aurais pas fait. Parce que clairement, arrêter le gluten, c'est pas rigolo, ça demande des efforts, c'est pas simple et c'est comme, hem, c'est une promesse à laquelle on n'est pas certain d'avoir un résultat. Pour votre syndrome d'imposteur, c'est la même chose. Je sais que c'est un effort de s'en débarrasser, c'est pas facile. Néanmoins, vous mesurez pas à quel point votre vie peut être vraiment différente, vraiment. Vous pouvez réaliser des choses extraordinaires en arrêtant d'être dans ce fonctionnement-là. Et donc, question qu'on me pose souvent, est-ce que c'est long pour se débarrasser de son syndrome de l'imposteur et améliorer l'estime de soi? Non, ça peut être relativement rapide. Ça va pas se faire en 2 semaines, on est d'accord. Néanmoins, on peut faire des choses avec un effet rapide. On peut avoir des résultats qui sont vraiment impressionnants en quelques mois, mais il faut quand même s'y mettre. Ça va pas se faire tout seul. Et est-ce que ça vaut le coup? Oui, beaucoup plus que vous le pensez. Et donc pour alimenter, l'envie de changement et arrêter de vous auto-saboter, je vous donne quelques pistes de qu'est-ce que ça fait de ne pas avoir de syndrome de l'imposteur. Se sentir légère. Combien de femmes m'ont dit ça, qu'après avoir arrêté avec leur syndrome de l'imposteur, c'était ça qui venait, c'était se sentir légère, arrêter que tout soit lourd et grave et tendu et stressant. Récupérer de la souplesse d'esprit et de l'énergie. C'est-à-dire que les choses sont plus faciles, plus évidentes, on s'y met avec du plaisir, on arrête de devoir, se traîner les pieds comme ça et se forcer à faire les choses. La sérénité, c'est-à-dire que vous arrêtez d'avoir le cerveau qui tourne en permanence sur tout ce qu'il y a à faire, tout ce que vous n'avez pas fait et les inquiétudes à propos, de: «Est-ce que je vais être découverte? Est-ce qu'on va se rendre compte que je suis pas capable? Est-ce que je vais y arriver?» L'inquiétude sur le futur. Tout ça, vous arrêtez de l'avoir. Arrêtez de se prendre la tête pour prendre la moindre petite décision. Voilà, là, ça, c'est fini. Vous êtes capable de vous rebrancher à votre intuition, à vos envies profondes et les choix se font naturellement sans que ça vous prenne une énergie de dingue. Et puis aussi développer énormément de courage, puisque là, je sais que c'est pas facile. Votre courage, il est en partie entravé par la peur et du coup, sortir du syndrome de l'imposteur, c'est être capable d'aller vers ce qui vous fait envie, de prendre des risques et d'y aller avec plaisir. Et une dernière chose, et c'est pas la moindre, sortir du syndrome de l'imposteur et augmenter l'estime de soi, ça vous permet d'accéder à l'amour de soi. Je suis pas du genre, je tue la praline, donc voilà, les trucs un peu flambis et coulants, c'est pas mon truc, mais je vous le dis quand même, l'amour de soi,
Si vous avez un syndrome d'imposteur, c'est probable que vous ne le connaissiez pas vraiment ce que ça veut dire. Et s'aimer soi-même ne veut pas dire ne plus aimer les autres. C'est à l'inverse, quand on s'aime soi-même, on est capable d'aimer encore plus les autres et de donner encore plus de soi, mais en se respectant et en respectant ses besoins et en se sentant bien là-dedans. Et donc se débarrasser du syndrome de l'imposteur et améliorer son estime de soi, c'est possible. Et vous n'avez pas besoin de confiance en soi, puisque là, c'est le serpent qui se mord la queue et on n'en sort pas, n'est-ce pas? Non. La première chose dont vous avez besoin, c'est une envie de changement. Bon, j'ai sauté une slide, bon, c'est pas grave. L'envie de changement et surtout, vous avez besoin de bienveillance envers soi et de courage. Vraiment, sans ça, vous n'en sortirez pas. Le courage, je sais que c'est pas le plus facile à mobiliser, mais néanmoins, je vous le dis, il y aura rien sans ça. Et la bienveillance envers soi, c'est vraiment la clé. Et le courage, ce n'est pas d'agir sans avoir peur, c'est d'agir malgré la peur. Donc vraiment, allez-y. Si vous sentez que vous avez envie de changer, qu'il y a une petite voix qui vous dit que ouais, vraiment là, vous avez touché quelque chose sur quoi il faut travailler, allez-y. Arrêtez de vous trouver des excuses. Et donc maintenant, vous avez un choix à faire, c'est je garde mon syndrome de l'imposteur ou je prends la décision de croire en moi. Parce que ça, personne ne peut le faire à votre place. Vous pouvez voir n'importe quel thérapeute, si vous ne prenez pas cette décision de croire en vous, et c'est une décision, c'est pas, je vous demande pas là tout à coup de vous sentir, d'avoir le Saint-Esprit qui descend sur vous et qui vous dit ça y est, j'ai confiance en moi. Non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de se choisir soi et de faire ce choix de croire en soi. Et donc, comme je vous le disais, c'est une décision et je vous remets là-dedans parce que c'est important, mais c'est un peu le choix entre le chemin de la peur, du manque et de toute cette façon de fonctionner dans laquelle vous êtes avec le fonctionnement du syndrome de l'imposteur ou l'abondance, la gratitude, la joie et l'amour de soi. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez faire cette décision. Et donc, si vous avez envie d'aller plus loin et de connaître précisément les clés de déverrouillage du syndrome de l'imposteur selon votre profil type, vous allez trouver sur mon site une formation qui vous permet de connaître les croyances nourrissantes à la place des croyances limitantes qui vont vous permettre de déverrouiller ça et d'aller beaucoup plus loin, parce que là, vous voyez, cette vidéo, elle est déjà longue, mais alors, il y en a encore beaucoup de choses à dire derrière. Et je sais, par expérience, que ça apporte énormément, puisque les clientes à qui je travaille me l'ont déjà dit. Donc, vous trouverez cette formation-là qui va vous permettre d'aller plus loin sur la connaissance de soi pour vous sortir de votre syndrome de l'imposteur. Et alors, si vous vous êtes reconnu dans le profil de la personne, de la femme qui a déjà réussi plein de choses, qui a été loin déjà dans sa carrière professionnelle, ou en tout cas qui sait qu'elle a des capacités et qui a envie d'aller plus loin, qui a peut-être un projet qui vous tient à cœur, que vous avez envie de réaliser, mais ce syndrome de l'imposteur, soit il vous empêche d'y aller, soit il vous freine énormément et vous sentez que là, vous avez besoin d'aide. Si vous êtes prête à investir sur la réussite de votre projet et sur votre bien-être à vous, eh bien, réservez votre appel diagnostic. On prendra le temps ensemble de faire le point sur votre situation, de voir exactement là où ça bloque, de voir les pistes d'évolution qui sont possibles pour vous, là où vous allez pouvoir aller plus loin pour débloquer ce syndrome de l'imposteur et vous permettre de gagner en estime de soi. Et donc, c'est déjà la fin. Enfin, déjà, je ne sais pas. Vous pouvez m'écrire à aurélie@syndromeimposteur.fr si vous avez des questions ou si vous avez envie de me remercier parce que cette présentation vous a aidé. Vous avez mon site en bas à droite, syndromeimposteur.fr, sur lequel vous allez retrouver le test de Clance avec le résultat sur 100 qui vous permettra de vous dire en 2 minutes et gratuitement à quel point vous avez ou pas le syndrome de l'imposteur si vous avez encore un doute à ce sujet. Et voilà, donc je vous remercie pour vous d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo parce que moi, ça va mieux, ça va très bien même. Mais vous, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez envie d'avancer. Et donc, merci à vous pour vous-même. Plein de gratitude, vous pouvez vous adresser à vous-même d'être arrivé jusque-là. Et je vous dis à bientôt.